Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais remercier le collectif On est la Tech, même si j'en suis dedans, pour m'avoir laissé un petit créneau pour venir vous embêter avec un petit peu de politique et un petit peu d'institutionnel. Et merci encore aux API Days de nous permettre d'avoir toute cette journée de conférence pour nous permettre de venir vous parler de sujets qui nous semblent, nous, en tant que collectif de travailleuses et de travailleurs du numérique, essentiels. Bon, j'aimerais commencer cette conférence sur la politique du numérique que nous voulons demain, par juste vous présenter quelques phrases qu'on peut entendre dans le quotidien, que vous avez peut-être entendues au cours des 5-10 dernières années, qui sont très bateaux. Vous les avez peut-être entendues de manière légèrement différente, mais c'est généralement celles qu'on entend quand on va parler de progrès techniques, d'avancées technologiques ou d'évolution du numérique. La première, c'est un peu l'une de celles que je préfère parce qu'elle est extrêmement bateau. Et je pense que vous avez certainement entendu un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père la dire. On n'arrête pas le progrès. Quoi de mieux de commencer par cette phrase quand on parle de nouvelles technologies, de numérique. Alors j'ai beaucoup entendu un peu plus jeune. Alors bon, vous allez me dire, tu étais déjà très jeune, Sacha. Oui, c'est vrai, mais quand j'étais encore en études et qu'on nous parlait des applications, des futures applications qui sortaient de je ne sais pas quelle start-up, de telle avancée numérique, de l'intelligence artificielle qui nous promettait monts et merveilles. Et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et de toute façon, la société allait bien suivre son cours parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Donc on va bien s'adapter à ce que le progrès nous réserve. Cette deuxième phrase que je vais vous présenter, je l'ai vue d'un reportage Sud-Ouest, mais en vrai, je l'ai entendue plusieurs fois aussi dans mon entourage. Aujourd'hui, tout nous pousse vers les usages du numérique qui remplacent un contact physique ou un simple appel téléphonique, qui faisait aussi office de contact physique, entre guillemets. Ça, c'est tiré d'un reportage du journal Sud-Ouest sur des rencontres faites par l'organisation numérique en commun en Dordogne, une sorte de TEDx propulsé par plusieurs agences gouvernementales. C'est un constat assez souvent partagé, que ce soit en ville, mais surtout dans la ruralité, que ce soit pour une démarche aux impôts, pour aller à la CAF, pour aller chez Pôle emploi. Il faut passer maintenant par des plateformes. C'est de plus en plus compliqué d'avoir un conseiller humain et le numérique devient notre première porte d'entrée. Et ça, c'est une réflexion un peu plus générale, un peu plus globale. Après le tout voiture, voici qu'advient l'ère du tout numérique. Celui qui n'y souscrit pas est un sous-citoyen. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai récupérée dans une section de commentaires, justement, toujours de Sud-Ouest. Ça, c'est une mine de section là. Enfin, c'est une mine de petites phrases qu'on aime bien, la section commentaires de la presse quotidienne régionale. Elle fait un parallèle intéressant avec le développement de la voiture, de son industrie, de ses implications que ça a apporté dans notre société et du coup, quelle place on a dans la société si on ne s'inscrit pas dans le modèle qui nous est proposé. Si on n'a pas d'ordinateur, comment on fait par exemple pour payer ses impôts, pour faire nos démarches à la CAF ou nos démarches chez Pôle emploi. Bon, ces trois phrases, elles viennent déjà poser plein de questions. Elles peuvent vous faire imaginer plusieurs choses sur ce qu'implique l'arrivée du numérique dans le quotidien des gens, sur l'organisation de la société. Et c'est des questions que nous allons explorer en se posant de manière générale la question de la politique du numérique que nous souhaitons pour demain. J'ai beaucoup de notifications Discord, ça vient rythmer un petit peu cette présentation. Je vais me présenter avant parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je m'appelle Sacha André, j'ai 24 ans, je suis girondin. C'est pour ça que beaucoup de références dans le Sud-Ouest. Je me définis comme technicien du numérique et de la communication parce que grâce à un DUT métier du multimédia et de l'Internet, je suis désormais capable de faire beaucoup trop de métiers dans le web. Donc je n'ai pas de métier spécifique. Je ne suis pas juste développeur ou juste communicant. Je fais un peu de tout comme ça en fonction des entreprises, mais j'ai surtout été ancien candidat aux élections législatives pour la NUPES dans la 9e circonscription de Gironde. C'est par mon implication politique de manière générale que je me pose beaucoup de questions sur la transformation du numérique et de son accessibilité, notamment dans les milieux ruraux, puisque j'ai été candidat dans une circonscription assez rurale. On va jouer à un jeu.
Vous avez quelques secondes à chaque fois pour essayer de deviner la réponse. C'est juste essayer de deviner des instances et des personnes. Quelle est l'instance de contrôle de l'espace numérique en France? Allez, je vous laisse une petite quinzaine de secondes. Allez, madame. L'ARCEP. C'est pas celui-là. C'est pas l'ARCEP. Et non, c'était l'ARCOM, effectivement. L'ARCOM, l'agence de régulation de la communication audiovisuelle publique, la fusion entre le feu CSA et feu Adopi. Ce sont eux qui ont par exemple mis en demeure YouPorn et les sites pornographiques pour qu'ils mettent un bloqueur plus efficace pour éviter que les mineurs accèdent à des sites pornographiques. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et ça, l'autorité administrative chargée des télécoms. Bon, ça, la réponse a été dite normalement. Oui, vous l'avez, c'est l'ARCEP. L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette autorité-là, elle, par contre, elle va gérer la mise en place des antennes 5G, le déploiement du réseau mobile pour éviter les zones blanches. Enfin, voilà, ce sont plus ces sujets-là qu'elle va traiter. La personne référente au numérique au gouvernement, qui c'est? Alors, vous avez peut-être des noms en tête. Et peut-être que le nom que vous avez en tête est plus la bonne personne. Vous aviez peut-être Cédric O en tête. Eh bien, c'est pas lui. C'est qui? Eh bien, c'est ce monsieur, ce BG absolu, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Donc, qui a succédé à Cédric O, qui était seulement secrétaire d'État auprès du ministère de l'économie. Ici, Jean-Noël, il est ministre, et c'est pas rien. Par contre, ce qui est important à noter, c'est qu'il est ministre délégué au ministère de l'économie, et ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Allez, celui-là, bon, j'avoue, je connaissais pas la réponse avant de faire mes recherches. Mais quel organisme extra-parlementaire émet des avis sur les projets de loi relatifs au numérique? Non, ce n'est pas la CNIL. Alors, elle le fait aussi, elle émet des avis, mais ce n'est pas l'organisme extra-parlementaire. Là, c'est la commission supérieure du numérique et des postes. C'est quoi ça? En fait, on dit commission extra-parlementaire parce que c'est une commission composée essentiellement de parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, et 3 personnes nommées par le gouvernement qui sont jugées compétentes sur le sujet. Et donc voilà, cette organisation, je vais couper les notifications, adieu le son. Cette commission émet plusieurs avis dans l'année dès qu'un projet de loi va parler de numérique, et chaque année en plus elle fait un rapport sur toutes les modifications législatives qui ont pu avoir lieu dans l'année. D'autres institutions du monde numérique que vous connaissez certainement, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est l'agence, par exemple, qui incite très fortement Emmanuel Macron à ne pas utiliser son iPhone et WhatsApp pour avoir des conversations sécurisées avec ses homologues. On a peut-être une institution que vous connaissez un peu moins, le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la gendarmerie, très investi dans la lutte contre le cyberharcèlement, contre le phishing et d'autres crimes pouvant être commis sur le net. La CNIL, la fameuse, on ne la présente plus, mais je vais le faire quand même très rapidement. C'est l'organisme qui s'occupe de la protection des données personnelles. C'est notre interlocutrice privilégiée quand on veut parler de la RGPD. Et enfin, vous devez connaître ce petit visage, peut-être un peu plus connu que Jean-Noël Barrot, mais si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et au numérique. Remarquez une similitude avec notre ministre qui est attaché au ministère du numérique aussi, de l'économie, pardon, vous suivez, c'est parfait. Il a par exemple pour mission d'élaborer une stratégie globale à long terme pour aider l'industrie européenne à mener la transition verte et numérique tout en garantissant une concurrence équitable, renforcer la souveraineté technologique de l'Europe en mettant en œuvre des politiques et investissements appropriés pour, par exemple, mettre en place de la 5G partout, et renforcer le marché intérieur des services numériques à travers l'élaboration de nouvelles règles. Ça, c'est quelques-unes de ses missions. Donc, comme on vient de le voir, il existe plusieurs lieux où l'on imagine le futur du numérique, où on régule les infrastructures, les usages du numérique, parfois avec les entreprises, parfois avec les associations.
Je ne vous ai pas non plus parlé de chaque commune, de chaque intercommunalité, de chaque département, de chaque région qui ont eux aussi leur rôle à jouer dans le développement du monde numérique dans les villes et dans le monde rural. Par exemple, en Gironde, le département de la Gironde avait lancé une grande campagne d'installation de la fibre et avait incité très fortement les opérateurs à déployer la fibre jusqu'au plus petit village. Pour vous donner un exemple, j'habite dans un petit village de 500 habitants, j'ai pas de réseau mobile, mais par contre, j'ai la fibre. Et ça, c'est super. En gros, tout ce propos un peu long, introductif, qui fait la moitié de ma conférence, avait pour but de donner cette affirmation: le numérique ne se construit pas et ne se développe pas seulement par les entreprises et les géants de la tech, même aujourd'hui. Et si je tiens à rappeler ceci, qui peut être une phrase bateau, c'est que trop souvent, on se focalise sur les avancées de Google, de Meta, d'IBM. On pressent la transformation du numérique par les rachats capricieux de certains milliardaires ou de l'arrivée de certaines licornes sur le marché de l'économie. Mais il ne faut pas oublier que Internet, tel qu'on le connaît, le web tel qu'on le connaît, c'est largement des investissements publics américains, militaires et universitaires, qui ont donné naissance alors à un premier ordinateur qui était l'ENIAC, puis la création de protocoles TCP, la création du protocole IP, la mise en place des requests for comment, et du coup, ça a donné ARPANET, qui ensuite deviendra Internet. C'est aussi les investissements publics européens, avec les recherches du CERN et l'invention du World Wide Web de Tim Berners-Lee et Robert Caillot. Et c'est des initiatives législatives publiques, avec les boîtes à cookies qu'on connaît tous bien maintenant, puisqu'elles sont présentes sur tous les sites, grâce à la réglementation générale de la protection des données qui a été adoptée au niveau européen. Et d'ailleurs, ça existait avant en version plus light au sein de la CNIL, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait la CNIL avant l'arrivée de la RGPD, puisque on avait déjà esquissé ces problèmes de protection de données. On va reprendre un exemple évoqué précédemment quand je vous ai présenté différentes institutions pour savoir quelle est l'influence de ces organismes sur le monde du numérique. Donc, je vous ai parlé de l'Arcom qui a mis en demeure des sites pornographiques comme YouPorn, RedTube et plein d'autres éditeurs de contenus similaires d'installer un dispositif verrouillant l'accès aux mineurs, jugeant que le simple bouton « J'ai plus de 18 ans » était insuffisant pour confirmer l'âge. Cette mise en demeure fait suite à la publication d'un décret, donc un article de loi écrit au moins par un ministre, là en l'occurrence 5 ministres et 2 secrétaires d'État, qui a pour objectif de protéger les mineurs contre l'exposition à des contenus pornographiques. Donc une décision que j'imagine tout le monde peut saluer et vouloir. Récemment, suite à ce recours, suite à cette mise en demeure, l'ensemble des sites visés ont fait un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a décidé que l'Arcom, notre gendarme de l'audiovisuel, avait raison, et donc les sites à contenu pornographique vont devoir trouver un moyen technique de confirmer la majorité d'un utilisateur avec certaines données personnelles. Du coup, on va être obligé de demander à l'utilisateur d'avoir certaines données pour dire « bon, bah oui, effectivement, tu as plus de 18 ans ». Donc, quelles solutions techniques existent aujourd'hui? Je vais vous en citer 2, il en existe plein d'autres, mais on a la vérification à la carte bleue et on a la vérification à la pièce d'identité ou par un service d'identification nationale comme France Connect. Mais bon, ces deux moyens posent un problème assez sérieux, un problème invasif pour la vie privée des internautes. Une potentielle divulgation des données d'utilisation de sites, soit un établissement bancaire, soit un établissement gouvernemental, oui. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir partager vos fantasmes à votre banquier? Ou est-ce que vous voulez le faire à votre État? Imaginons quand même que l'une de ces solutions soit retenue. Est-ce que ça implique? On va prendre, pour moi, la solution la plus dystopique, la mise en place de France Connect pour accéder à des sites porno. Franchement, très dystopique. En très peu de temps, les sites pornographiques les plus grands, donc on va dire YouPorn, Pornhub, etc., vont faire en sorte d'appliquer cette solution technique à leur site pour être en conformité avec la loi. Parce que bon, avoir la fermeture du site ou plusieurs amendes, c'est pas bon pour le business. Du coup, les sites plus petits du même secteur vont suivre la démarche et adopter à leur tour des mesures similaires, puisque comme le bouton « J'ai plus de 18 ans » est plus jugé suffisant pour accéder à ces sites,
du coup, pour être en conformité avec la loi, tous les autres sites vont devoir suivre. Du coup, afin de faciliter l'intégration de ce nouvel outil de vérification, il y a des entreprises ou des développeurs indépendants qui vont, à leur tour, développer les outils pour que des sites puissent intégrer plus facilement cet outil et se mettre plus facilement en conformité avec la loi. Et du coup, on pourrait imaginer que de nouveaux secteurs, par exemple les sites qui proposent des jeux d'argent de casino, utilisent à leur tour soit parce que la loi a évolué, soit de manière préventive avant modification de la loi, ils se mettent à utiliser ce genre d'outils de vérification de la majorité pour être sûr et certain que l'entièreté de leur public soit majeur. Donc nous voyons qu'avec un seul décret, une seule loi et la diligence de l'Arcom, le paysage numérique peut subir de profondes mutations en très peu de temps, quand il n'y a pas tous les recours juridiques. Mais ça peut donner de très grandes transformations. Du coup, les institutions et la société civile dans son ensemble, là, attention, j'utilise la société civile comme l'ensemble des citoyens, pas seulement les personnes qui viennent du monde associatif et des entreprises, ont de plus en plus de poids pour décider des nouveaux contours du monde numérique. Ça implique plusieurs choses. Premièrement, les objectifs vont être définis dans un projet politique global et dans une certaine ligne idéologique où l'on va imaginer notre société idéale du numérique. Et ça va impliquer que la mise en œuvre des actions permettant d'atteindre ces objectifs sera conditionnée à la représentation d'un courant de pensée politique dans les institutions. Pour information, on a parlé de l'Arcom pendant cette présentation. Le bureau dirigeant est nommé en majorité par le président de la République, par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Plus quelques-uns qui ont d'autres nominations, mais en gros, les 3/4 du bureau, c'est des nominations politiques. Comme le numérique s'installe dans le débat public, ça va impliquer que beaucoup de néophytes aussi vont essayer de s'emparer d'un sujet qu'ils ne connaîtront pas forcément techniquement, mais pour lesquels des interrogations se formeront sur d'autres plans. Est-ce que, par exemple, on doit rationaliser l'ensemble des services publics et remplacer les guichets physiques des impôts ou de la CAF par des petits guichets France Service un petit peu partout sur le territoire? Rationnellement, techniquement, pour l'efficacité des services, ça peut être une bonne solution. Par contre, pour l'aménagement du territoire et tous les problèmes liés à la fracture du numérique, on pourrait se dire que c'est une très mauvaise idée. En gros, demain, si vous voulez influer dans un monde autre que le monde du travail, l'implication dans les institutions sera primordiale pour orienter les règles qui créeront les cadres du monde numérique de demain. Il ne faut pas délaisser les assemblées, faut pas délaisser les débats à l'Assemblée nationale, il ne faut pas délaisser les débats au Sénat, même s'ils ont l'air extrêmement soporifiques et qu'on a envie de s'endormir devant. Mais n'hésitez pas à vous intéresser à ces débats, à l'actualité de Thierry Breton ou de notre super BG Jean-Noël Barrot. Lisez Numérama aussi, qui fait de super rapports très réguliers, toute la presse spécialisée du numérique. Bref, intéressez-vous aux politiques. Parce que j'ai un député de mon coin qui a une phrase fantastique par rapport à la politique. Si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera plus que les dégoûtants. Et ça, on n'en veut pas. La ligne politique dominante aujourd'hui, je vais vous le faire très rapidement, c'est le travail, l'économie et l'ordre, en gros. C'est ce que défend aujourd'hui le gouvernement et, de manière générale, c'est la ligne européenne. Donc avoir un marché unique de services numériques européens fort pour concurrencer les GAFAM, pour concurrencer le marché israélien de la cybersécurité. Accélérer la transformation numérique de l'économie, donc faire en sorte que les PME, les TPE soient vraiment impliqués à fond dans le numérique, qu'ils aient leur outil numérique pour se développer, parce que c'est un formidable outil et un formidable vecteur de développement. Et là, cette phrase tirée de Jean-Noël Barrot lui-même, l'apaisement et la sécurité de l'espace numérique. Alors il y a l'histoire des menaces cybercriminelles bien évidemment, mais il y a la lutte contre la désinformation. Ça a donné des propositions de loi comme la loi Avia, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qu'on appelait la loi de lutte contre la haine en ligne, qui avait la volonté de la fin de l'anonymat, mais plus du pseudonymat sur Internet. Voilà.
On pourrait la qualifier de libérale, c'est peu ou prou la même en Europe. Il y a plusieurs lignes politiques qui existent, ça c'est important à retenir. Quand on va à droite, eh ben, on est plus sur des positions de l'usage du numérique à des fins de surveillance. On parle des projets de technopolis chez la Quadrature du Net. Et plus à gauche, ça va être la garantie d'un accès à Internet de qualité pour toutes et pour tous, avec par exemple un accès minimal gratuit à Internet, un service universel très haut débit à coût modeste. Bon, c'est des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs positions politiques et que c'est intéressant de s'intéresser à toutes ces positions pour imaginer le monde du numérique que nous voulons demain. Si on vient à nos phrases du début, c'est pas grave, c'est la censure. En gros, pour faire simple, un progrès technique sans progrès social ne peut pas être un progrès pour la société, c'est ce qu'il faut retenir. C'est juste moi qui appuie peut-être sur des câbles, c'est pas grave. En gros, voilà, c'est la question que je posais tout à l'heure avec l'enlèvement des guichets physiques de la CAF des impôts. Si demain on enlève les guichets physiques de la CAF des impôts, ça peut être un progrès technique réel pour les administrations, et plusieurs administrations ont déjà fait l'état que bah oui, les transformations numériques qu'elles ont subies ont un réel impact positif sur leur manière de travailler. Par contre, derrière, sur l'aménagement du territoire, il y a un net recul de l'accès aux services publics de la plupart des usagers, surtout dans les milieux ruraux qui n'ont pas forcément un accès facilité au numérique. Donc, ce progrès technique est contrebalancé par une régression sociale très très forte. Si je devais vous résumer les 3 points à retenir, en gros, je vais vous les faire comme ça très rapidement parce que j'en suis à ma limite de temps. Premier point, l'avenir numérique se décide et se joue aussi dans les institutions. Deuxième point, intéressez-vous à l'actualité politique touchant au numérique. Et troisième point, posez-vous la question le plus possible sur les progrès sociaux découlant des progrès techniques que nous apportons. Voilà. Ce sont les 3 points essentiels que je voulais vous partager aujourd'hui. Les institutions ont un rôle important à jouer. Vous êtes des citoyens, ne l'oubliez pas. Autant que vous êtes travailleurs du numérique, vous êtes aussi des citoyens. Et c'est ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tous les dégoûtés de la politique s'en vont de ces institutions, ils ne resteront que des dégoûtants pour faire un monde numérique pas beau. Je vous remercie. Oui, si vous avez des questions, pardon, excusez-moi. Oui, donc merci. Maintenant, j'ai quand même une question à propos de l'Assemblée, etc. Vu que ce sont des cons finis qui mènent le pays à l'effondrement, est-ce qu'il y a une autre solution que l'accélérationnisme ? Quelle serait la version numérique de l'accélérationnisme, sachant que les crypto-monnaies n'ont pas vraiment été une réussite ? J'ai pas compris. Je suis désolé. L'accélérationnisme, tu vois ce que c'est ? Non, pas trop. J'imagine, mais... Bon, c'est une position qui est très critiquable politiquement, mais personnellement, dans l'immédiat, je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre solution. C'est de considérer que plus vite on va à l'effondrement, plus vite on peut construire quelque chose après. D'accord. Et donc, quelle serait la version numérique de l'accélérationnisme, sauf si tu as l'espoir que c'est possible d'avoir autre chose sauf si tu as l'espoir que c'est possible d'avoir une autre option politique réaliste que l'accélérationnisme. Alors, le militant politique que je suis et qui a milité pendant toute cette année très, très chargée en période électorale, te dirait un autre monde est possible. Et moi, je suis absolument pas certain qu'il faille une accélération pour venir à la catastrophe. Je pense qu'il est en fait plus important de repenser tous nos moyens de production, qui possède les moyens de production, et surtout qu'est-ce qu'on en fait avec. Pourquoi donc, je vous ai dit que j'étais candidat pour les élections législatives. Mon slogan, c'était « Les gens et le vivant avant l'argent ». En gros, tout projet politique que je défendais, tout progrès technique, il faut qu'il soit fait d'abord pour les gens, d'abord pour le vivant, avant de penser à un éventuel profit, un bénéfice ou je sais quoi. Et je pense que ça va passer par ça passe par beaucoup d'éducation. C'est très long, justement. Moi, je cherche pas à accélérer, mais je cherche plus à faire germer des nouvelles idées, parce que j'ai pas de solution à apporter, hein. Il n'y a que nous qui pouvons avoir nos solutions.
Mais bon, voilà. Je sais pas si ça répond. Je suis désolé. On peut en reparler tout à l'heure plus longuement. Merci pour ta présentation. En plus de l'action institutionnelle, les développeurs, les techniciens, les développeuses ont aussi des moyens d'action techniques. Tu parlais de TCP/IP tout à l'heure, c'est des outils qui ont été conçus pour rendre inefficace, voire impossible, ce type de censure dont on parle. Et d'ailleurs, le truc là de l'accès au site porno, ça va être contourné en 20 secondes en installant un VPN parce que le réseau a été conçu pour ça. C'est un moment, il y a des gens qui ont eu l'intention de faire en sorte que ça ne soit pas possible. Et c'est parce que ça a été conçu comme ça et pas comme le Minitel que maintenant, ce type de censure est difficile. Donc, je pense aussi à la répression en Iran, où pareil, en quelques jours, les équipes de Signal, qui est une fondation non commerciale, etc., ont réussi à rétablir les moyens de communication des opposants contre un État hyper répressif, entre autres parce que tout le système technique utilisé par Signal et puis les fondations du web et d'Internet le permettent, quoi. Et du coup, est-ce que c'est pas plus efficace pour nous, en tant que développeurs, de développer ce type de technologies qui rendent les choses très difficiles à l'État, aux forces de répression, etc., plutôt que, entre guillemets, de perdre notre temps à essayer de changer le système de l'intérieur alors qu'il est conçu pour être verrouillé et qu'il est conçu pour laisser les dominants dominer, quoi, en attendant qu'il y ait un moyen de le renverser. Alors, moi, je suis convaincu que la bataille, elle se joue sur deux plans. Et que l'institutionnel, en gros, si je mets un point d'orgue sur l'institutionnel, c'est juste pour vous dire, le délaissez pas, ne le mettez pas de côté. Par contre, la bataille que tu indiques est ultra importante, de se dire, oui, il faut aussi développer les outils qui vont nous permettre de créer la résistance de demain. Mais tu vois, tu parles de l'Iran, on pourrait parler aussi de la Chine, qui a une politique très fermée en termes de numérique. En fait, la proportion des utilisateurs qui auront accès à ces services, c'est pas toute la population générale et c'est pas tous les citoyens. Donc effectivement, ça va marcher pour créer une opposition, une résistance, mais de manière générale, il y aura un déficit de l'accès au numérique pour l'ensemble des citoyens si tu as un gouvernement qui décide de couper toutes les communications ou de les verrouiller dans un système fermé comme WeChat par exemple en Chine. Donc en fait, les deux batailles sont essentielles. Nous, on a la chance de pouvoir encore participer dans les institutions, même si on a l'impression que ça se renferme de plus en plus, et c'est le cas. Mais il ne faut pas délaisser cette bulle-là parce que on peut encore avoir du pouvoir dans ces bulles-là, du moment, bien sûr, qu'on est majoritaire. Comme je l'ai dit, c'est la ligne majoritaire présente au sein des institutions qui donne la ligne politique dans le domaine. Et là, dans le numérique, là, je vous l'avais résumé en le travail, l'ordre et l'économie, quoi. Voilà. Oui, donc merci. Moi, je voulais faire une remarque un peu plus optimiste, justement, sur ces questions d'institutions. Je pense à l'Allemagne, où l'accord politique qu'il y a eu l'année dernière entre les sociodémocrates, les libéraux et les Verts, dans leur accord, il y avait écrit, dans les principes de base, le droit à l'anonymat dans la place publique et sur Internet. Et du coup, ça fait un peu de bien de lire ce genre de choses, là où en France, on est en train de dire qu'il faut tout surveiller, on va faire des caméras de reconnaissance d'images, etc. Je crois qu'il n'y a pas encore de loi qui va là-dessus, mais en gros, l'Allemagne se dirige vers l'interdiction de la reconnaissance faciale, par exemple, en tant que principe quasi constitutionnel. Donc, les partis politiques très mainstream, très gros, très traditionnels, peuvent quand même apporter certains, on va dire, droits fondamentaux dans le numérique. Donc, pour garder espoir que ça sert de militer aussi dans les institutions. Exactement, j'ai rien d'autre à rajouter. Si quand même, il faut quand même vous intéresser aux différents partis politiques parce que même en France, alors je le développe pas trop parce que je veux pas non plus trop exposer mon point de vue politique, mais je voulais exposer quand même très rapidement. Les partis politiques mettent de plus en plus un programme numérique dans leur plateforme programmatique. C'est intéressant de s'y intéresser et de voir quelle est la vision que propulse chacun des partis. Parce que quand ils seront aux institutions, quand ces partis accéderont aux institutions, c'est ce qu'ils essaieront de mettre en place pour notre futur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.